C'est une pollution dont on parle peu et pourtant les dégâts sont considérables. La pollution sonore des océans, on en parle avec le bioacousticien Olivier Adam, bonjour. Bonjour. Le commandant Cousteau parlait du monde du silence en 1956, c'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est absolument pas le cas du tout. En fait, dans l'océan, il y a différents types de sons. Bon, l'océan, c'est un open space, hein. C'est un grand open space. Donc, à partir du moment où quelqu'un fait du bruit, le bruit se répand partout. Plus vite que dans Alors, l'air plus vite, même. exactement, plus vite que dans l'air. Dans l'air, c'est 300 mètres par seconde. La vitesse de propagation du son, c'est 1500 mètres par seconde dans la mer. C'est plus dense. Alors, Donc, ça qu'est-ce se propage plus vite Oui. et ça peut aller plus loin. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on englobe cette pollution sonore Alors, en fait, dans les on océans distingue différents types de bruits. Des bruits qui viennent du milieu biologique, c'est-à-dire fait par les animaux eux-mêmes ou par la faune. Du bruit d'origine géophysique, c'est-à-dire la pluie, les courants, la fonte des glaces, par exemple. Et puis des bruits d'origine humaine, donc le bruit anthropogénique, qui en fait est issu de toutes les activités humaines. Qui sont les bateaux, par exemple, le trafic maritime, la recherche de pétrole, la prospection pétrolière, les éoliennes en mer, tout type d'activités humaines qui sont bruyantes par défaut. Et aujourd'hui, cette pollution sonore est une menace pour les espèces. Oui, parce que certaines espèces utilisent le son pour leur activité vitale, comme les cétacés par exemple. Ils vont utiliser constamment le son, que ce soit pour trouver des partenaires, pour se retrouver, pour gérer leur groupe. Et donc du coup, en acoustique, il y a un masque acoustique, c'est-à-dire que celui qui fait le plus de bruit va gêner ceux qui font des sons moins forts, quoi. Et du coup, les groupes doivent être plus proches pour pouvoir échanger. Et donc la conservation même des espèces est menacée aujourd'hui ? Alors oui, on peut. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on essaye de mesurer en fait quels sont les impacts qu'il y a à cause du bruit dans les océans sur les différentes espèces. On le fait sur les cétacés parce que par défaut, elles sont plus accessibles et on est capable de mieux les évaluer. Mais on le fait aussi sur les poissons. Il y a une centaine d'espèces de poissons, donc c'est pas beaucoup au jour d'aujourd'hui, mais on continue à travailler et de mesurer avec des vrais indicateurs comment le son gêne, voire perturbe, voire soit responsable d'échouage, par exemple. Mais elles ont une capacité d'adaptation aussi, ces baleines, ces dauphins. Voilà, il y a 90 espèces de cétacés. Les cétacés sont dotés d'intelligence, de sensibilité. Et comme les mammifères, il y a une certaine habituation qui peut se faire. Et donc, pour les populations résidentes qui sont dans des zones où il y a du bruit, ils ont trouvé des parades. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire plus de bruit, hein. Ça veut dire en fait qu'eux ont réussi à trouver des parades pour rester dans ces endroits-là, alors même qu'il y a du bruit. Comme nous, on fait en ville, par exemple, on est passé des campagnes qui pourraient être, entre guillemets, silencieuses à des villes qui pourraient être, entre guillemets, bruyantes. Et donc, on a adapté nos modes de vie à ça, c'est-à-dire qu'on parle plus près les uns des autres, on reste ensemble plus groupés, des choses comme ça. Alors, il fut un temps, les baleines bleues pouvaient communiquer entre deux océans. Aujourd'hui, c'est toujours possible ou pas ? Alors, voilà, donc pour les grandes baleines, comme les baleines bleues par exemple, qui ont des sons, des émissions sonores extrêmement à très faible fréquence, genre 20-30 Hz, et puis à très grande puissance acoustique, nous on a enregistré par exemple avec Flore Saint-Marant des baleines bleues à plus de 150 km des hydrophones, c'est-à-dire que le son se propage très bien. Et donc là, quand il n'y a pas de bruit, elles peuvent probablement communiquer entre elles à plus d'une centaine de kilomètres, voire 500 km ou plus. Et évidemment, quand il y a du bruit, elles vont être obligées de se rapprocher si elles veulent rester en contact à cause du masquage acoustique. Mais du coup, aujourd'hui, la pollution sonore est aussi catastrophique que les plastiques dans les océans ou la surpêche. Oui, on va peut-être pas faire un concours de tout l'impact des activités humaines. La préoccupation sur le bruit dans les océans, c'est quelque chose que la Commission européenne, par exemple, s'intéresse depuis les années 2010, avec des groupes de travail réguliers, avec des programmes de recherche, avec l'apparition de régulations. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la mesure. Maintenant, on est dans une situation où on essaye de mettre en place des régulations pour diminuer le son, pas pour l'annuler, mais diminuer le son. Concrètement, par exemple, c'est de réduire la vitesse des bateaux. Concrètement, c'est le port de Vancouver, par exemple, qui fait payer moins cher le stationnement dans son port pour les bateaux qui font le moins de bruit. Donc, ils enregistrent les bateaux à distance. Et puis, ils descendent en dessous d'un certain seuil, ils vont payer moins cher leur stationnement dans leur port. C'est aussi, par exemple, des nouvelles hélices
hélices, sur les grands cargos qui a un rendement beaucoup plus important et donc qui vont générer moins de cavitation et du coup qui vont réduire le bruit. Moi je crois beaucoup aux régulations politiques et je crois beaucoup aussi au fait que l'industrie se régule par eux-mêmes parce que s'ils peuvent faire des économies d'énergie pour faire avancer leur bateau et en plus ça fait moins de bruit, on est gagnant-gagnant. Olivier Adam, merci pour votre éclairage sur la pollution sonore des océans. Je rappelle que vous êtes bioacousticien et professeur à la Sorbonne à Paris. Merci.